Chapitre 11. Les 3 reliques. Une fois calmée la première excitation du voyage et de l'installation, les vacances de Noël, Square Grimaud, devinrent une agréable routine. James présenta Ralph à tout le monde, et très vite, son ami fut considéré comme un membre supplémentaire de la tribu. Famille et amis avaient envahi la maison. Le mercredi avant Noël, arrivèrent oncle Ron et tante Hermione, avec leurs 2 enfants, Hugo et Rose. Ils furent suivis par oncle Bill et tante Fleur, les parents de Victoire. James les aimait tous beaucoup, et même si la maison devenait de plus en plus encombrée, il était heureux de passer ses vacances en leur compagnie. « Heureusement que les parents sont chez Charlie cette année », remarqua Ron en montant ses bagages et ceux d'Hermione jusqu'à leur chambre au second. « Quand nous étions enfants, la maison me paraissait beaucoup plus grande. »« C'est parce que tu as grossi, Ron », se moqua Hermione en tapotant gentiment l'estomac de son mari. « Tu es mal placé pour te plaindre. »« Je ne me plains pas. Au moins, nous avons droit à une chambre. Si Percy venait aussi, il devrait partager la cave avec Créature. » James et Ralph passaient leur journée avec le frère, la sœur et les cousins de James, soit dans le salon, près du feu, à jouer aux échecs sorciers avec oncle Ron, soit à parcourir les boutiques alentours avec Hermione et Ginny, à la recherche d'un cadeau de dernière minute ou d'une course à faire pour la cuisine. Fleur et Bill demandèrent l'aide des 2 garçons pour aller chercher, porter et installer un arbre de Noël. Chez le pépiniériste, le sapin leur avait paru d'une taille agréable, mais une fois installé dans la maison, il prenait les 2/3 de l'entrée. « C'est vraiment dommage, mais il le faut », annonça Bill, avant de sortir sa baguette pour la pointer vers le sapin et crier « Réducto ». Si l'arbre fut réduit d'1/3, il conserva sa densité, ce qui lui donnait davantage l'aspect d'un buisson de Noël que d'un véritable sapin. Ralph, James, Rose et Victoire passèrent le reste de la journée à le décorer, tout en faisant sauter du pop-corn sur le feu. Un peu plus tard, ils montèrent emballer leurs cadeaux. À la tombée de la nuit, Hermione réunit toute la maisonnée avec l'intention manifeste de suivre la tradition britannique et de faire du porte-à-porte pour chanter des cantiques de Noël. Ni Ron ni Harry ne parurent très enthousiasmés de son idée. « Laisse-nous souffler un moment, Hermione, » dit Harry. « Nous sommes restés debout toute la journée. »« Oui, » insista Ron. « Les vacances viennent à peine de commencer et nous n'avons pas eu un moment pour nous poser. »« Ronald Weasley, » donna Hermione. « Bouge ton popotin et mets immédiatement ton manteau. » Elle lui jeta le vêtement sur les genoux. « Il n'y a qu'une seule occasion dans l'année où nous avons la chance d'avoir toute la famille réunie. Et il n'est pas question que tu restes vautré toute la nuit devant le feu comme un soir ordinaire. De plus, ajouta-t-elle avec entrain, tu prétendais en venant apprécier cette ancienne coutume. »« J'ai dit ça comme ça, » marmonna Ron, avant de se relever à contre-cœur pour enfiler son manteau. « Je ne pensais pas que tu allais le faire. »« Toi aussi, Harry, » dit gentiment Ginny. Elle lui prit la main pour l'aider à se lever. « Tu pourras rester au coin du feu le jour de Noël, si tu veux. Mais ce soir, nous sortons tous ensemble, que ça te plaise ou non. » Harry grogna, mais il laissa Ginny lui passer son manteau. Elle lui envoya, pour rire, un coup de coude dans l'estomac, et il lui sourit en attachant son écharpe. Dans le couloir, Ron et Harry furent écœurés de voir que Bill, apparemment enchanté de la sortie, faisait déjà des vocalises, la main sur la poitrine. Fleur, aussi somptueusement vêtue que sa fille, le regardait avec des yeux énamourés. Tandis que le groupe avançait jusqu'à la porte, James entendit son oncle Ron murmurer à son père. « C'est de l'esbrouf, il fait ça juste pour nous embêter. »« Et pour impressionner sa femme, » grommela Harry. La nuit était parfaite, un vrai décor de Noël. James se demanda si sa mère et tante Hermione n'avaient pas utilisé un sortilège météorologique. D'épais flocons de neige silencieux s'étaient mis à tomber, étouffant les bruits lointains de la cité, saupoudrant de blanc les murs grisâtres et les trottoirs. Tout étincelait sous la couche neigeuse. Hermione distribua à chacun un livret de musique, puis les aligna, les plus jeunes devant, les plus âgés ou les plus grands à l'arrière. « Quand maman n'est pas là, » dit Ron à Harry à mi-voix, « c'est Hermione qui la remplace comme sergent-major. Franchement, c'est pas de bol. » Pendant que la petite chorale improvisée s'entraînait, Hermione se fâcha contre Ted, qui s'obstinait à inventer des paroles comiques pour faire rire Albus et Hugo.
Quand elle fut satisfaite, elle mena sa troupe dans les rues, autour du square Grimaud, tirant sur les sonnettes des voisins avant de commencer à chanter. La plupart des moldus qui ouvrirent leurs portes écoutèrent le chant avec un amusement tolérant. Une seule fois, un vieillard muni d'un appareil acoustique leur cria qu'il n'avait pas l'intention de gaspiller son argent et qu'il faisait déjà des dons à l'abri Hortense pour félin enragé. Puis, il claqua violemment la porte. « Je dirais à McGonagall de lui envoyer ses vœux, » dit Ted, sans même rater une note. Avant même que Ralph ne puisse poser la question, James lui expliqua. « C'est un animagus, je te raconterai. » Le lendemain, le matin de Noël, le ciel était pur et lumineux. Derrière les fenêtres, la neige tombée durant la nuit transformait le paysage en une magnifique sculpture glacée. En descendant pour le petit déjeuner, Ralph et James rencontrèrent Albus et Rose dans les escaliers. « Pas besoin de se dépêcher, » dit Rose d'un air morne. « Maman a promis un sortilège Doloris au premier qui chercherait à ouvrir un cadeau avant que tout le monde soit là. » James en resta sidéré. « Tante Hermione a dit ça ?»« Eh bien, » admit Albus, « peut-être pas exactement, mais c'était quand même l'idée générale. Elle est en colère depuis qu'elle nous a surpris à inspecter ce qu'il y avait dans les paquets, avec les lunettes spéciales à rayon X d'oncle George. Elle s'est jetée sur oncle George comme un détraqueur. De quoi ficher la frousse. « Oncle George est arrivé ?» s'écria James, qui dégringola le reste des escaliers, avant de se diriger vers la cuisine. « Génial !»« Oui, mais il a aussi amené Katy Bell, » dit Albus. Albus avait prononcé le nom de sa voix la plus dédaigneuse. Il n'avait rien contre Katy Bell en particulier, mais il n'aimait pas les sorcières qui menaçaient le célibat de son oncle préféré. Alors que James et Ralph pénétraient dans la vieille cuisine, ils entendirent la voix de George qui disait « C'est le genre de publicité qui a permis à la boutique de s'étendre sur 2 magasins et de devenir le leader dans sa spécialité dans le monde magique. On ne peut jamais laisser tomber une bonne occasion, et vu l'intérêt que ce débat attirait, c'était trop tentant. L'important, c'est de marquer les esprits. » Katy Bell, une jeune femme agréable avec de longs cheveux bruns, faisait tourner une cuillère dans son thé. « Si tu avais entendu à la radio la description que l'animateur a donnée de cette scène, » dit-elle en cachant son sourire. Ted fronça les sourcils, mais il ne put retenir sa curiosité. « Qu'a-t-il dit ?»« Je crois qu'il a parlé du parfait mauvais goût de cette interruption puérile, » répondit George fièrement, tout en levant son jus de fruits pour porter un toast. « C'était dément !» dit Ted en riant, avant de taper son propre verre contre celui de George. « Ah, James, je suis content de te revoir !» s'exclama George. Il reposa son verre sur la table pour libérer la chaise près de lui. « Assis-toi et raconte-nous comment te traite la vieille alma mater. »« Très bien, » répondit James. Il s'assit et récupéra une tartine. « George, voici mon ami, Ralph. »« Oh, mais nous le connaissons déjà !» dit George qui se pencha vers Ralph en se tapotant le bout du nez. « La taupe, pas vrai ? Celui qui s'est infiltré chez l'ennemi, le petit grain de sable qui a fait dérailler la machine. Un sabotage rondement mené, si tu veux mon avis. » Ralph jeta à Ted un regard noir. « Je n'ai absolument rien dit, » se défendit Ted. « J'ai juste mentionné à George que tu faisais partie de l'équipe B, il y a longtemps, au moment où j'ai commandé ma pochette surprise. En apprenant que tu venais avec James pour les vacances, il a deviné le reste tout seul. » Ralph se trémoussa mal à l'aise. « En fait, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai que 11 ans. »« Ralphie, mon garçon, il ne faut jamais sous-estimer ce que peut faire un garçon de 11 ans, » dit George sérieusement. « C'est exact, » approuva Cathy. Durant le règne d'Ombrage la Terrible, George et son frère Fred, à 15 ans, ont provoqué le pire chaos jamais rencontré par Poudlard. Comme je l'ai déjà dit, l'important, c'est de marquer les esprits. « Avec une petite vengeance à la clé, » ajouta Cathy en souriant. « Je n'arrive pas à croire que tu puisses me penser capable d'une chose pareille. » Ralph et James échangèrent un regard entendu. Ralph, James, Ted et George étaient les derniers à déjeuner. Les plus jeunes revinrent pour les arracher de la table et réunirent enfin toute la maisonnée devant les cadeaux. « Tu n'as pas réussi à suivre mon conseil alors ?» dit George, tandis qu'Albus le poussait dans le couloir. « Je t'avais demandé d'ouvrir les cadeaux au milieu de la nuit, puis de les refermer avec un sortilège réparo. »« J'ai essayé !»
répliqua Albus indigné. J'ai piqué la baguette de James, et je me suis entraîné sur une boîte de biscuits. Mais ça n'a pas marché. En fait, tous les biscuits sont écrasés. Maman a failli me tuer. Tu as piqué ma baguette? Hurla James en se jetant sur son frère. Moi aussi je vais te tuer. Rends-la-moi tout de suite. Albus poussa un hurlement de Sioux et partit en galopant, James sur ses talons. Il y eut de nombreux autres hurlements, des papiers arrachés et un brouhaha joyeux dans le salon au cours de la distribution des cadeaux. James ne put s'empêcher de penser que Noël au Square Grimaud ressemblait sans doute beaucoup à ce que Zane leur avait décrit de sa famille, les Pittyponk de l'Ohio. Quand les plus jeunes Weasley et Potter eurent enfin déballé leurs présents, ils s'éparpillèrent pour en profiter, aussi le reste des adultes ouvrit les siens au calme. Harry avait offert à Ginny un nouveau chaudron, plutôt original, qu'elle regarda bizarrement après l'avoir sorti de son carton. « C'est une marmite magique à conjuration immédiate », expliqua Harry sur la défensive. « Ça te prépare un plat en un clin d'œil. Il suffit de jeter le matin quelques ingrédients, ce que tu veux, c'est sans importance. La marmite à conjuration immédiate les utilisera au mieux et cuisinera pour toi durant la journée. En rentrant le soir à la maison, hop, un repas surprise. Il paraît que c'est l'ustensile préféré des sorcières actives. » En tout cas, c'est ce que prétend la publicité chez Tristan Tupperworth, remarqua Ron avec un sourire. Harry tapa son beau-frère sur la tête. Fleur eut un reniflement dédaigneux. En France, il est considéré de très mauvais goût qu'un mari offre à sa femme un objet domestique. Mais en France, ma chérie, dit gentiment Bill, ce sont les hommes qui font la cuisine. Dit Harry plutôt déconfit. Tu n'as qu'à ouvrir ton autre cadeau, Ginny. Cette fois, il s'agissait de perles marines montées en boucle d'oreille. De toute évidence, Ginny l'apprécia davantage. Elle sembla à la fois troublée et ravie de les recevoir. « Harry, mon Dieu, des perles noires! Mais combien as-tu payé ça? Je n'aurais jamais cru. » Elle s'interrompit, tout émue. « Mêlée, ma chérie, » dit Harry avec un sourire. « Si ça peut te consoler, elles sont fausses. Ce sont des perles de Farfadet. On me les a offertes en prime avec la marmite à conjuration immédiate. »« Non, ce n'est pas vrai, » dit Ginny en se jetant à son cou pour l'embrasser. Ron avait offert à Hermione un flacon. Petit, mais de toute évidence très cher, d'un parfum nommé Charme suprême, et Hermione en fut enchantée. Ginny et Hermione avaient acheté pour Harry et Ron des billets pour la prochaine Coupe du Monde de Quidditch. « Nous savons bien que vous souhaitez y aller depuis plusieurs années, » expliqua Hermione en voyant Harry et Ron se congratuler. « Mais vous n'y pensez jamais suffisamment à l'avance. Nous avons pris 8 billets, ainsi vous pourrez emmener les enfants. Et vos épouses par-dessus le marché, si ça vous dit. » Ni Harry ni Ron ne l'écoutaient. Ils étaient déjà plongés dans une conversation passionnée pour savoir quelles équipes seraient en finale au moment de la coupe. En ouvrant son cadeau, James fut surpris de voir que ses parents lui avaient acheté un nouveau balai. « Waouh ! Un éclair de tonnerre ! Vous m'avez acheté un éclair de tonnerre ?» « Eh bien, » répondit lentement Harry, « je sais que tu as eu quelques problèmes à tes débuts au Quidditch, mais quand j'ai parlé à ton ami Zane, il m'a affirmé que tu te débrouillais désormais très bien. Tu apprécieras, je pense, de t'entraîner sur ton propre balai. Ceux de l'école sont bien trop vieux, trop lents, et il est difficile d'obtenir le meilleur rendement d'un balai qui change trop souvent de propriétaire. Tu verras en essayant celui-là. Tu comprendras tout de suite la différence. Bien sûr, si tu n'en veux pas, tu pourras toujours échanger avec Ted, proposa George. Il a un vieux nimbus qui vole à reculons. Mais côté antiquité, il vaut son pesant d'or. Ted roula en boule un papier cadeau et le jeta sur la tête de George, qu'il ne rata pas. James souffrait un peu pour Ralph, qui depuis le départ de Poudlard n'avait reçu aucune nouvelle de son père après son annonce d'un voyage d'affaires. Ralph prétendait que ce n'était pas grave et que son père lui avait sans doute envoyé ses cadeaux directement à l'école. Les deux garçons furent surpris quand Ginny tendit à Ralph un petit paquet bien emballé. « Ce n'est pas grand-chose, » dit la mère de James en souriant. « Mais je pense que ça te plaira. » Ralph déballa son cadeau et le regarda un peu perplexe. C'était un très vieux livre de classe et le titre à peine lisible sur la couverture indiquait « Manuel de potions avancées ». Ce livre appartenait à un très grand sorcier de Serpentard,
dit Harry d'une voix grave. Et je suis sûr que c'est aussi ce que tu deviendras. Franchement, j'ai cru l'avoir perdu il y a bien longtemps dans un incendie à Poudlard. Et pourtant, je l'ai retrouvé par hasard dans ma malle lors de mon dernier séjour à l'école. Je ne savais pas trop quoi en faire, aussi je l'ai gardé, et quand j'ai appris que tu venais pour les vacances, il m'a semblé évident que tu devais en être le dépositaire. Je te conseille cependant de ne pas laisser le professeur Slughorn tomber dessus. Utilise-le plutôt comme une référence. En feuilletant délicatement les pages jaunies, Ralph vit des annotations écrites à la main en marge des recettes de potions. Il y avait aussi des dessins à la plume. Qui a écrit tout ça? C'est sans importance, dit Harry un peu mystérieusement. Tu ne l'as pas connu. Prends soin de ce livre et fais attention à l'utilisation des recettes indiquées à l'intérieur. Certaines peuvent être dangereuses. Mais il me semble normal que ce livre appartienne à un serpentard. Un bon serpentard. Joyeux Noël, Ralph. Ralph remercia les parents de James, toujours surpris, parce qu'il était conscient du regard intense des autres sorciers. Il devina que son livre avait un passé compliqué. Il l'enveloppa dans une écharpe que James lui avait offerte et le rangea peu après dans sa valise. Au grand plaisir de James, Neville Londubat et Luna Lovegood arrivèrent dans l'après-midi. Les deux sorciers se voyaient régulièrement, mais James avait entendu sa mère annoncer à Andromeda Tonks qu'il s'agissait d'une amitié, qu'il n'irait pas plus loin. Il n'arrivait pas à comprendre comment sa mère savait ce genre de choses, mais il était certain qu'elle avait raison. D'après James, Neville et Luna agissaient comme frères et sœurs, et non comme des amoureux. Après le dîner, grand-mère Weasley apparut dans la cheminée pour souhaiter à tous un joyeux Noël. Avec des enfants éparpillés à travers le monde, c'est un peu difficile de suivre. Comment suis-je censée me tenir au courant de ce qui concerne mes petits-enfants? Dit-elle dans les braises. Nous avons passé une délicieuse journée avec Charlie. Prague est une ville fascinante. Les garçons, je crois que vous devriez parler à votre père. Il est tellement passionné par l'architecture moldue de la ville qu'il prétend rester ici quelques semaines de plus. Depuis qu'il a quitté le ministère, il devient de plus en plus fantasque. La retraite ne lui vaut rien. « Comment vont Charlie, Claire et les garçons, Molly ?» demanda gentiment Hermione, qui préférait garder la conversation sur des sujets agréables. « Très bien, sauf que Charlie insiste pour emmener ses pauvres petits avec lui, à son travail, de temps à autre. Je n'arrive pas à comprendre que les jumeaux supportent la vue de si horribles créatures sans avoir ensuite des cauchemars. » James, qui avait de temps à autre rencontré ses deux jeunes cousins, Jules et Harold, supposait que les dragons avaient davantage de chances d'avoir des cauchemars que l'inverse. Plus tard dans la soirée, tandis que les membres de la maisonnée commençaient à monter se coucher, James et Ralph se retrouvèrent assis près de l'âtre, avec Luna Lovegood, qui leur racontait sa dernière expédition dans les montagnes d'Écosse, à la recherche d'un tranchzac ongubulaire. « Je n'ai pas encore réussi une identification formelle, dit-elle, mais j'ai découvert plusieurs traces et des déjections. De toute évidence, il semble manger essentiellement des vers piments et des fugules. Aussi, leurs crottes sont-elles identifiables même à l'odeur. Ça sent la menthe. C'est plutôt agréable. »« Des trompes-sacs à onglets verts ?» demanda Ralph. « À peu près, » dit gentiment Luna. « C'est une espèce très rare de raptor qui ne peut voler, plus ou moins de la famille des hippogriffes et des octoligators. J'ai pris un moule de leur empreinte et conservé un échantillon de leur déjection. Ça vous plairait de le sentir ? » « Luna, » dit James. Il se pencha en avant et baissa la voix. « Je voudrais te poser une question sur quelque chose, et je préférerais que personne d'autre ne le sache. » « Je me spécialise dans les choses que personne d'autre ne sait, » dit Luna le regard vague. « En fait, j'aimerais que ça reste un secret. » « Oh !» répondit la sorcière sans rien manifester. James attendit un moment, mais Luna se contenta de le regarder tranquillement, avec un sourire poli. Il se souvint tout à coup qu'elle avait une approche très particulière de la conversation. Aussi, il décida de se lancer. « Il ne s'agit pas de tranchzac ongubulaire, de goémon à crachouille ou de bestioles du même genre. En fait, ce serait davantage une question pour ton père s'il était là. Mais je pense que tu peux en connaître la réponse. Pourrais-tu nous parler d'Ostramadux et de Merlinus ambrosius ?
Luna était la personne la plus difficile à surprendre que James connaisse. Elle resta tranquillement assise, les yeux fixés sur le feu avant de répondre. « Ah, ce n'est pas exactement ma spécialité. Mais mon père a passé sa vie à creuser le sujet. Ostramadux était un historien qui a rapporté les derniers jours de Merlinus et prédit son retour. Bien entendu, durant des siècles, cette annonce a provoqué d'innombrables spéculations et des complots. Vous le savez. »« Oui, répondit James, nous le savons. Nous avons lu une prédiction qui annonçait son retour. Mais nous nous demandons comment c'est possible. Que faudrait-il » Luna parut songeuse. « C'est vraiment dommage que mon père ne soit pas là. Il pourrait vous en parler des jours entiers. Une fois il l'a fait, au cours d'un débat à Belfast, sur les publications magiques et les présentateurs de la radio. Il a donné une conférence sur les implications des manigances de Merlinus et ses éventuelles conséquences. Si je me rappelle bien, il a parlé sans discontinuer pendant 3 jours et demi, avant de s'endormir sur l'estrade. En réalité, je pense qu'il devait dormir bien avant que les autres sorciers ne le remarquent. Mon père parle en dormant. Il donne souvent des conférences en chemise de nuit. Pour la plupart des gens, il est assez excentrique. Mais je pense, elle eut un sourire tendre, que mon père est simplement apte à faire plusieurs choses en même temps. James savait que, très bientôt, quelqu'un, George ou l'un de ses parents, allait revenir dans le salon et interrompre cet entretien. Il n'avait pas beaucoup de temps. « Luna, qu'est-ce que ton père a dit ? Pense-t-il que le retour de Merlin est possible ?»« Oh, bien sûr. Mon père a même une centaine de théories différentes pour l'expliquer. Il espère être encore vivant le jour où cela arrivera, même s'il n'est pas évident que Merlin soit ce que nous pourrions appeler un bon sorcier. Mon père a écrit d'innombrables articles dans le Chicaneur pour expliquer le rôle des 3 reliques. Il a offert 100 galions de récompense à qui lui donnerait un indice authentique permettant de les localiser. » James essaya d'interrompre Luna. « Quelles 3 reliques ?»« Oh !» Luna le regarda surprise. « Je pensais que tu avais lu cette histoire. » Ralph intervint. « Nous avons lu le mémoire d'Ostramadux, mais rien au sujet des reliques. Nous savons simplement que Merlin a quitté le monde des hommes, et qu'il reviendra quand le temps sera mûr pour sa gouverne. Ou quelque chose comme ça. »« Eh bien, c'est la clé de tout, n'est-ce pas ?» dit Luna calmement. « Ce sont les reliques qui détermineront quand le temps sera idéal. Merlin a réclamé la présence de 3 objets, son trône, sa robe et son bâton. Il les a laissés tous les 3 à la charge de son disciple, Ostramadux. Selon la prédiction, lorsque les 3 reliques seront réunies ensemble, dans un endroit appelé le couloir de traversée des anciens, Merlin réapparaîtra pour les réclamer. » James retint un cri. « Le couloir de traversée des anciens », pensa-t-il, en se souvenant du poème inscrit sur la porte de l'île mystérieuse. Il sentit son cœur s'emballer et même battre si fort qu'il craignit un moment que Luna l'entende dans sa voix. Il fit de son mieux pour ne paraître que curieux. « Et que sont devenues les 3 reliques de Merlin, alors ?»« Personne n'en sait rien, » répondit Luna. « Mais mon père a développé une théorie plutôt solide. D'après la légende, la robe noire de cérémonie de Merlin était fabriquée dans un tissu incorruptible qui lui permettrait de survivre éternellement. Initialement, ce devait être le suaire de Cregl, le premier roi sorcier, qui espérait ainsi éviter la corruption de ses restes mortels. Hélas, personne ne connaît l'endroit où Cregl a été enseveli. Tous les ouvriers de la tombe et les détenteurs de son secret ont été tués avec lui, pour garantir que rien ne soit divulgué. » Ralph eut un frisson, tandis que Luna continuait. « La seconde relique, le trône de Merlin, et celui qu'il utilisait en tant que conseiller des rois moldus. Après sa disparition, le trône est passé de main en main, dans l'attente du retour de l'enchanteur. De toute évidence, il s'est perdu dans les couloirs du temps. Certains croient qu'un sorcier du XVIe siècle l'a récupéré, et qu'il se trouverait de nos jours au ministère de la magie, enfoui dans l'une des caches les plus profondes du département des mystères. Et enfin,
la plus puissante des reliques de Merlin, son bâton. Autrefois, plutôt que des baguettes, les sorciers utilisaient leur canne ou leur bâton d'appui. C'étaient de longs morceaux de bois, souvent aussi hauts que le sorcier lui-même. Celui de Merlin provient d'un arbre si rare qu'il en est presque unique. On prétend qu'avec ce bâton, l'enchanteur avait accès à la dryade de l'arbre-cœur. C'est Ostramadux qui a gardé le bâton, prétendant être le seul gardien digne de lui jusqu'au jour où Merlin reviendrait. Il l'a caché, et ce secret a disparu avec lui. Mais quand même, insista James, comment pourrait-on à nouveau réunir les 3 reliques? Et où est ce couloir de traversée des anciens? Une fois encore, personne ne le sait. Ostramadux en parle comme si c'était un endroit évident et connu de tous ceux qui le lisaient. Peut-être était-ce le cas autrefois, mais ce savoir n'a pas été transmis. « Mais ton père croit au retour de Merlin ?» insista James. « Il croit que c'est possible ?» Pour la première fois, le visage de la sorcière devint grave. Elle se tourna et regarda James dans les yeux. « Mon père croit en beaucoup de choses, James, et la plupart n'ont aucun lien avec la réalité. Oui, il croit au retour de Merlin, mais il croit aussi au pouvoir de guérison des dards de Nargol, à la fontaine d'air enchanté, et à l'existence sous la terre d'une population entière, mi-humaine, mi-taupe, qu'il appelle les Mormonks. En d'autres termes, ce n'est pas parce que mon père croit à quelque chose que cette chose existe. »« Oui, j'imagine, » répondit James d'un ton morne. « Aucun sorcier n'a jamais vaincu la mort. Certains l'ont trompé durant un certain temps, en utilisant différents sortilèges, plus ou moins créatifs et plus ou moins douteux, et même, parfois, carrément démoniaques. Mais aucun sorcier, dans toute notre histoire, n'a pu ressusciter après avoir été tué. C'est la loi de la mortalité qui frappe tous les humains. Nous n'avons qu'une seule vie. » James hocha la tête, mais il écoutait à peine. Son esprit bouillonnait. Tout à coup, Ginny revint dans le salon, se récria sur l'heure tardive et expédia tout le monde au lit. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Ralph, tandis que les 2 garçons passaient devant le portail de la vieille Madame Black et remontaient les escaliers. « Tu crois toujours qu'il existe un complot pour ramener Merlin ?»« Absolument, » acquiesça James. « Tu te rappelles de notre premier cours de défense contre les forces du mal, quand le professeur Jackson est venu parler au professeur Franklin ? Ils étaient tous les 2 devant le bureau, et la reine Vaudou est arrivée pour rappeler à Jackson que sa classe l'attendait. Tu te souviens ? » ?»« Oui, bien sûr. » »« Eh bien, tu sais ce sac que Jackson trimballe toujours avec lui partout. J'ai eu l'occasion de regarder à l'intérieur ce jour-là. Il s'est ouvert, et il était posé juste devant mon bureau. Il y avait un gros ballot de tissu noir bien plié, et quand Jackson a vu que je le regardais, il m'a jeté un regard franchement mauvais. James ouvrit la porte de sa chambre, Ralph le suivit, et se jeta sur son lit. « Et alors ? Je ne vois pas le rapport. » »« Tu te souviens aussi de ce que je t'ai raconté, la nuit où je me suis caché sous la cape d'invisibilité de mon père, et que je l'ai entendu parler avec le professeur Franklin. Franklin a dit à mon père qu'il fallait surveiller le professeur Jackson. Il a dit que Jackson était impliqué dans un mouvement de propagande anti-Aurore. Tu ne vois pas le lien ? » À nouveau, Ralph parut perplexe, et il fronça le front pour réfléchir. « Je ne sais pas trop. Ça me paraît difficile d'imaginer que le professeur Jackson veut faire la guerre aux Moldus. Il est plutôt brusque, mais cool. C'est aussi ce que je pensais au début. Mais Ralph, tu veux mon avis ? Je pense que l'une des reliques est dans ce sac, la robe de Merlin, et Jackson la garde jusqu'à ce qu'il retrouve les 2 autres. » Ralph écarquilla les yeux. « Non, » chuchota-t-il à voix basse. « Ce n'est pas possible. Quand même, le professeur Jackson. » « Ce n'est pas tout, » dit James en fouillant dans son sac. « Regarde un peu. » Il sortit la Gazette du sorcier, que Zane lui avait donnée un matin, celle qui avait à la une la manifestation à Poudlard lors de la venue de Harry Potter. Ce journal est resté dans mon sac depuis des lustres, je l'avais même oublié, mais regarde un peu l'article de la dernière page. Tout en parlant, James tapotait du doigt l'article qui parlait de l'effraction au ministère de la magie et la façon dont les malfaiteurs avaient été soumis à un sortilège qu'aucun médecin de Sainte-Mangouste n'était parvenu à guérir. Ralph lut le compte-rendu, puis leva des yeux horrifiés.
Ils citent le département des mystères. Et disent que les voleurs ont été trouvés à côté, dit-il. Tu penses qu'ils cherchaient le trône de Merlin ? Peut-être, admit James qui réfléchissait dur. Je n'en suis pas certain. En fait, je pense qu'ils ont été engagés pour faire diversion. D'après l'article, c'étaient des voleurs de petite envergure. Ils n'auraient jamais pu entrer tout seuls au ministère de la magie. Donc ils devaient servir de bouc émissaire pour attirer les gardes et flanquer une panique qui permettrait à quelqu'un d'autre de trouver le trône et de partir avec. Mais ils disent que rien n'a été volé, dit Ralph en baissant à nouveau les yeux sur le journal. Je les vois mal admettre avoir perdu le trône de Merlin, répliqua James. Imagine un peu, c'est un objet franchement dangereux, sûrement imbibé de magie noire. Aussi, admettre l'avoir perdu ne ferait pas sérieux. En plus, avec les histoires des mages noirs qui ont toujours essayé d'utiliser les reliques pour ramener Merlin à la vie, ils préfèrent sûrement rester discrets. Mais encore, James évoqua ce que Luna leur avait raconté. Ce trône n'était peut-être même pas répertorié, s'il traîne dans les caches du département des mystères depuis le XVIe siècle. Comment savent-ils exactement que rien ne leur manque ? Après tout, ces caches sont insondables, tellement secrètes qu'on ne peut pas les vérifier. Alors, dit Ralph qui relisait l'article une fois de plus, quelqu'un aurait engagé ces trois rigolos pour simuler un vol et se faire arrêter pendant que les vrais voleurs partaient avec le trône de Merlin ? Et ensuite les vrais voleurs auraient lancé un sortilège sur les autres pour les empêcher de parler et les faire accuser ? C'est franchement vicieux. Mais écoute, ça ne doit pas être aussi facile de cacher quelque chose comme le trône de Merlin. Je croyais que les objets magiques très puissants, surtout ceux qui utilisent la magie noire, laissaient une empreinte derrière eux. Ton père et ses aurores auraient sans doute repéré ce genre de traces, tu ne crois pas ? Oui, admit James peu convaincu. Mais les voleurs ont pu emporter le trône suffisamment loin pour qu'on ne le repère pas. Ou alors, le cacher sous des tonnes de sortilèges de désillusion. Ils auraient besoin d'un endroit très protégé et très secret comme... Tout à coup, il s'arrêta de parler, tandis qu'une réalisation soudaine lui tombait dessus. Il en resta bouche bée et écarquilla les yeux de plus en plus.